Qu'est-ce que la Fondation Kairos? Ce lobby des écoles privées hors contrat qui flirte avec une conception réactionnaire de l'éducation inspirée par le catholicisme. Cette fondation, créée en 2020, souhaite allier tradition et innovation pour un renouveau éducatif. Elle est dirigée par Anne Coffinier, qui se décrit comme une figure de la liberté scolaire en France. Thomas Lemayeux, tu es journaliste d'investigation à l'Humanité. Tu as enquêté sur la Fondation Kairos. Quel est son projet et ses objectifs? Alors moi j'ai travaillé sur la fondation Kairos et aussi un appendice qu'elle a, qui est une association qui s'appelle Créer son école. Ce sont deux entités qui sont dirigées par Anne Coffinier. Et donc le but de cette mouvance, disons, c'est de développer des écoles privées hors contrat, dont beaucoup sont des écoles catholiques, donc dans le pays, et d'en implanter un maximum, d'inciter en fait des gens à créer leur école, hein, selon le nom de cette association, créer son école. Donc voilà, le but c'est vraiment de développer des écoles privées hors contrat, c'est-à-dire avec moins de contrôle administratif, académique, et de pouvoir en implanter sur tout le territoire, de les démultiplier au nom de la liberté, ce qu'ils appellent la liberté scolaire, des écoles libres. Mais le but, c'est, il y a derrière effectivement un objectif, derrière ce type d'école, il y a très souvent un objectif idéologique. Voilà, donc en fait, il y a deux objectifs. Il y a un objectif idéologique de développer ce type d'éducation, et aussi un autre objectif de forme de colonisation, on pourrait dire, du territoire, de s'implanter sur tout le territoire pour avoir le plus de relais possible dans tout le pays, quoi. Et quel est le lien avec le catholicisme? Alors, ce sont les personnes en fait qui composent cette mouvance, qui sont pour beaucoup des catholiques traditionnalistes. Hein. C'est pas encore une fois tout le catholicisme qui est en fait concerné. Hein. Il y a un mouvement qui est d'enseignement catholique, souvent sous contrat, c'est-à-dire sous contrat avec l'État, hein, qui ont donc une série de contrôles pédagogiques, académiques, qui sont bien, comment dire, installés. Là, ce sont des écoles hors contrat, donc ce sont des plus petites écoles dans la plupart des cas, euh, plus, disons, plus éloignées des regards des autorités, dans lesquelles la pédagogie peut être beaucoup plus dictée par des conceptions morales catholiques, en l'occurrence, qui peuvent être voilà, assez radicales, quoi, dans certains cas. Dans ton enquête, qu'est-ce que tu as trouvé? En fait, l'enquête, ça a consisté à exploiter une série d'échanges et de documents internes qu'on a réussi à consulter, on a réussi à les obtenir et à pouvoir, en gros, rentrer en fait dans les coulisses de cette fondation, de ce mouvement. Et donc, l'enquête a consisté en fait à essayer de comprendre par quel type de socialisation, quel type d'échange, de mondanité parfois, ce mouvement se renforce, essaye de se renforcer, essaye de se financer notamment. Euh, et donc, voilà, comment tout ça fonctionne en quelque sorte. On a réussi, c'est ça qui rend cette enquête un peu inédite et un peu exceptionnelle, c'est on a obtenu des pièces internes, des échanges internes entre les dirigeants de ce mouvement et en particulier sa dirigeante principale, qui est donc Anne Coffinier, et d'autres interlocuteurs qui peuvent être des grands patrons, des gens qui vont donner de l'argent, soit à la fondation, soit à l'association Créer son école, et des responsables politiques, beaucoup de responsables politiques, enfin, ou en tout cas des gens qui sont des responsables politiques, des dirigeants politiques de l'extrême droite et de la droite radicale qui peut vouloir s'allier avec l'extrême droite aujourd'hui, quoi. Qui est cette dame, Anne Coffinier? Alors Anne Couffinet, c'est une énarque diplomate. Elle dit parfois que elle se présente régulièrement comme mère de 4 enfants, comme une figure de la méritocratie française, et comme la principale représentante du courant de l'école libre en France depuis une vingtaine d'années, parce que c'est vrai que elle s'est jetée en quelque sorte sur cette cause. Elle a cofondé
Il y a en 2007-2008 la Fondation pour l'école, qui est une grosse fondation qui, elle aussi, aide les écoles privées hors contrat à fonctionner, à se financer. Il y a eu une crise ensuite dans cette fondation, notamment créée en partie par Anne Coffinier, qui s'est fâchée pardon, avec ses amis cofondateurs. Enfin, il y a eu une grosse crise en 2000. Tu sais pourquoi? Oui, oui, bien sûr. Il y a une crise parce que il y avait à ce moment-là, donc c'était en 2018-2019, il y avait en quelque sorte dans cette mouvance un mouvement, enfin plutôt une association qui créait des écoles en banlieue, qui s'appelle Espérance Banlieue, qui commençait à prendre beaucoup de place, ce qui a manifestement embarrassé Anne Coffinier à l'époque, qui du coup s'est fâchée. Et par ailleurs, du côté d'Espérance Banlieue et de la Fondation pour l'école de ses amis, c'était pas non plus, sont pas des enfants de cœur, hein. On pourrait faire sans plaisanter sur le caractère catholique de cette expression. Ce sont pas des enfants de cœur. Donc il y a une crise assez profonde, assez violente, qui a d'ailleurs laissé des plaies un peu purulentes aujourd'hui dans cette mouvance. Et donc elle a, à cette occasion, après cette crise, elle a été débarquée de la Fondation pour l'école qu'elle avait cofondée. Et elle a créé sa propre fondation, Kairos, tout en continuant d'animer son association, créée pour son école. Et donc, elle est, voilà, cette femme est quelqu'un de très important, disons, dans ce mouvement pour les écoles libres. C'est quelqu'un qui a une place importante, qui a une place d'autant plus importante que la Fondation Kairos est abritée, comme on dit, par l'Institut de France. C'est-à-dire qu'elle est aidée dans sa gestion, pour la défiscalisation et pour son image de marque, aidée par l'Institut de France. L'Institut de France, ce sont les académies, l'Académie française, l'Académie des sciences morales et politiques, l'Académie des sciences, etc. Et donc, c'est un endroit assez prestigieux. Et donc, elle bénéficie de ce prestige pour héberger ses activités, notamment faire des colloques où elle fait venir des intellectuels plutôt ultra-libéraux ou ultra-conservateurs. Enfin, c'est toujours un peu ces courants-là. Mais donc, ça lui donne une forme de prestige dans la mouvance, et enfin dans la société, disons même plutôt. Et par ailleurs, c'est aussi quelqu'un qui est aujourd'hui une habituée des plateaux de CNews, des colonnes du JDD. Elle est en permanence mise en avant par la presse Bolloré. D'ailleurs, j'avais évoqué très rapidement sa présence lors de la soirée organisée par les médias Bolloré il y a une quinzaine de jours. Donc, elle bénéficie de cette visibilité qui lui est offerte par les médias Bolloré. Et quelle est sa relation avec Vincent Bolloré? Est-ce que Vincent Bolloré a investi dans ces organismes? Alors, moi, j'ai pas d'éléments qui permettent de dire que Vincent Bolloré a contribué à ces organismes. Donc, je dirais plutôt non. Enfin, je veux dire, j'ai pas d'éléments. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'elle est vraiment en lien avec les médias de Bolloré. Je raconte une petite anecdote qui concerne un autre personnage important dans cette mouvance, qui est Pierre-Édouard Stérin. C'est qu'elle, en 2020, hein, au moment du Covid, elle écrit à Pierre-Édouard Stérin pour lui dire qu'elle vient de créer sa nouvelle fondation Kairos. Et que donc elle lui explique qu'elle ne voulait pas l'embêter avant parce qu'en fait voilà, la situation doit être difficile pour ses affaires, c'est pas forcément évident avec le Covid, tout ça, mais qu'elle voulait lui faire savoir qu'elle créait cette fondation. Et par ailleurs, au passage, par un ami commun des deux, elle fait savoir qu'elle a eu connaissance du fait que Pierre-Édouard Stérin venait d'avoir un 5e enfant. Et donc, elle le félicite pour cette naissance de son dernier enfant. Et elle lui propose au passage de l'aider à obtenir une dérogation, si c'était possible, pour inscrire un autre de ses enfants à l'école de la Légion d'honneur, qui est une école assez reconnue, assez difficile d'accès, même pour quelqu'un qui est milliardaire, puisqu'il faut, je crois,
avoir des gens qui ont la Légion d'honneur dans la famille pour pouvoir y prétendre. Voilà, elle lui propose d'essayer de voir si elle ne peut pas obtenir une dérogation pour une de ses enfants, pour cette école, tout en disant, c'est pour ça que je dis ça, en disant qu'elle connaît assez bien l'aumônier de cette école, qui est par ailleurs lui-même assez connu quand on s'intéresse à ces milieux, parce que c'est le directeur de conscience, le confesseur de Vincent Bolloré. Donc c'est vrai qu'il y a... moi, j'ai pas d'éléments qui permettent de dire que Anne Couffinier et Vincent Bolloré se connaissent, que Vincent Bolloré l'aide. En revanche, c'est un peu l'intérêt de notre enquête, c'est pas tellement de pouvoir établir ce genre de choses, parce que ça, on ne le fait pas. C'est de voir plutôt la manière dont ces gens s'organisent concrètement derrière, un peu loin des regards, voilà, de voir un peu en direct comment ils se parlent, quelle forme de proximité ils ont, ou pas, quoi. C'est un peu je crois, l'intérêt de cette enquête qu'on a faite. Et c'est pareil, est-ce que Pierre-Édouard Sterrin a investi via le Fonds du bien commun ou via le projet Périclès dans les organismes de cette dame? Alors ça, c'est plus net, hein, on peut établir que non, en fait, malgré les tentatives dont je parlais. Il y a eu, enfin, c'est précisément ce qu'on raconte un peu dans cette enquête, c'est que voilà, Anne Couffinier a cherché à approcher Pierre-Édouard Sterrin au moment où elle a créé sa fondation Kairos. Manifestement, Pierre-Édouard Sterrin, il a d'autres projets en matière d'éducation intégrale, comme on dit dans ce milieu, c'est-à-dire une éducation qui unifie l'esprit, le corps, le cœur, c'est-à-dire qui met au centre de l'éducation la morale catholique. Donc Pierre-Édouard Sterrin, il a d'autres projets. Hein. Il a ouvert cette année un internat dont on a un peu parlé, notamment dans l'Humanité, qui s'appelle l'Académie Saint-Louis en Sologne. Et il a par ailleurs des liens, on le sait, avec un petit réseau d'écoles qui s'implantent dans les territoires ruraux, qui s'appelle Excellence Ruralité, qu'il a aidé par son Fonds du bien commun, mais aussi par la Nuit du bien commun, hein, les galas de charité. Donc ça, ce qu'on sait, enfin c'est ce que Anne Couffinier nous a répondu, parce qu'on l'a évidemment sollicité, c'est qu'elle n'a pas reçu, elle dit ne pas avoir reçu de fonds du Fonds du bien commun et de la Nuit du bien commun. On sait par ailleurs qu'en début de cette année, elle a essayé d'obtenir des financements aussi de Périclès, effectivement, qui est donc l'outil politique de Pierre-Édouard Sterrin, hein, l'outil avec lequel il veut faire gagner les droites extrêmes en mettant 150 millions d'euros sur la table pour les 10 prochaines années. Elle a créé, enfin, elle a fait un projet qu'elle a présenté à Périclès. Hein. C'était un projet notamment de lobbying pour obtenir, et c'est intéressant, un financement public des écoles privées hors contrat, c'est-à-dire faire financer par l'État des écoles qui sont des écoles privées. C'est quand même assez gonflé, on pourrait penser quand même. Et donc, elle avait ce projet, puis elle avait aussi un projet de podcast qu'elle comptait manifestement présenter à Périclès. Alors ça, Anne Couffinier, comme Arnaud Rérol, qui est le directeur général de Périclès, nous ont dit que ça n'avait pas marché et qu'en tout cas Périclès n'avait pas financé d'initiative d'Anne Couffinier, d'après Arnaud Rérol. Donc on peut penser que c'est sans doute le cas. Hein. Enfin, je veux dire, on peut sans doute se fier à ce qu'ils disent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a cherché à le faire et que elle cherche à le faire et c'est pas sans doute pas terminé parce que voilà, peut-être si elle a une idée qui lui paraîtrait meilleure, mieux formulée, peut-être ça peut marcher un jour ou l'autre. On ne sait jamais. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités qui vont aider financièrement Anne Couffinier? Oui, alors ça c'est tout un des enjeux en fait dans ce type de mouvement, c'est effectivement convaincre des grandes fortunes de financer soit la Fondation Kairos, soit l'association Créer son école. Et ce qu'on explique aussi dans notre enquête, c'est que une des techniques que vont trouver les gens de la Fondation Kairos, c'est d'associer certains grands patrons des grandes fortunes à un prix
qui est remis justement dans les locaux de l'Institut de France, donc dans des locaux, dans un décor un peu fastueux, un petit peu les ors de la République, on pourrait dire. Et donc ça marche en fait, ça permet d'obtenir des financements de quelques de grandes fortunes qui veulent voir leur nom associé voilà, à ces prix qui sont des prix pour vanter l'esprit d'entreprise. Enfin, c'est quand même les prix qui voilà, ont des objets qui sont assez proches par ailleurs des conceptions idéologiques et politiques de ce mouvement. Et donc oui, enfin, d'après ce qu'on a pu découvrir dans les documents auxquels on a eu accès, il y a quelques grands patrons qui sont pas très très connus en fait. Enfin, il faut être un peu vraiment très intéressé, disons par ces mouvances, pas pour les connaître, mais voilà, ils sont dans notre enquête. Il y a quelques noms de grands patrons qui sont dedans. Et comment elle a réussi à obtenir le soutien de l'Institut de France ? Alors ça, c'est vrai que c'est un point qu'on n'a pas totalement élucidé parce qu'en fait, ce qui est sûr, c'est que quand elle a créé la Fondation pour l'école, je disais tout à l'heure qu'elle a créé la Fondation pour l'école en 2007-2008, cette fondation a été reconnue d'utilité publique par le ministre de l'Éducation de l'époque, qui s'appelait Xavier Darcos. C'était dans un gouvernement Fillon. Et il se trouve que, voilà, quelques années plus tard, une quinzaine d'années plus tard, quand elle crée sa nouvelle fondation, Kairos, il y a tout de suite une personne qui vient participer, disons, à cette création. C'est Xavier Darcos, qui aujourd'hui est chancelier de l'Institut de France, c'est-à-dire c'est lui la personne qui dirige l'Institut de France. Et donc, il est aujourd'hui président dans les faits de la Fondation Kairos, mais comme d'autres fondations qui sont abritées par l'Institut de France. Et il apparaît sur toutes les plaquettes de la Fondation Kairos en uniforme d'académicien, enfin, je veux dire, en grande pompe. Voilà. Et c'est quelqu'un qui a pu voilà, participer, disons, au lancement de Kairos. Aujourd'hui, ça fait grincer un peu des dents quand même à l'Institut de France. Hein. Ça traverse pas encore tout à fait les murs qui sont un peu épais en fait de cette grande institution. Mais voilà, on a pu recueillir des témoignages de gens qui disent bon, c'est quand même assez problématique d'avoir ce type de fondation, qu'elles existent dans la société, bon, c'est tout à fait légitime, mais que ce soit avec le label de l'Institut de France, ça pose un peu de problème. Pour le moment, les débats sortent pas de cette enceinte, mais voilà, la question peut se poser. On sait que voilà, la Fondation Kairos est assez liée à l'Académie des sciences morales et politiques, dans laquelle qui vient par exemple, je crois l'année dernière, de faire rentrer Bernard Arnault comme grand académicien. Donc, ce qui est un petit peu curieux parce que c'est censé être quand même de grands intellectuels, des gens qui par leurs travaux ont fait avancer la science, les sciences morales et politiques en l'occurrence. Mais voilà, on sait que ce sont aussi des lieux d'entre-soi, des élites dans lesquelles on se coopte, tout ça. Manifestement, il y a eu une forme de cooptation qui tient sans doute aussi au fait que il y a une intellectuelle qui s'appelle Chantal Delsol, qui est une philosophe assez importante dans l'univers, disons, catholique traditionnaliste. Elle était engagée contre le mariage pour tous, ce genre de choses. Et c'est par ailleurs l'épouse de Charles Mignon, qui a été un des précurseurs de l'union entre l'extrême droite et la droite dite républicaine, puisque c'est avec lui qu'il y avait une alliance en Rhône-Alpes entre la droite et le Front National à l'époque. Et donc, voilà, il y a ces personnalités qui sont des personnalités importantes, disons, dans le monde, dans ce monde des académies, de l'Institut de France, qui peuvent servir de couverture et d'appui pour ce type de fondation. Est-ce qu'il y a d'autres personnalités ou d'autres mouvements qui ont permis à ces projets de grossir ? Alors, de grossir, bon, ça reste à voir, hein, parce que je suis pas sûr que les activités sont pas non plus
si florissante manifestement. Enfin, je veux dire, c'est pas fait. En revanche, il y a des relations effectivement avec, je disais donc avec Sterrin, Bolloré, enfin avec les médias Bolloré, et il y a aussi des relations encore plus, disons, un peu plus embarrassantes pour Anne Coffinet notamment, avec des mouvances encore plus radicales à l'extrême droite, qui sont l'Institut Iliade et Academia Christiana, qui est un mouvement qui sert de passerelle entre les identitaires et les catholiques traditionnalistes ou intégristes. Donc ça, c'est aussi un élément qu'on démontre en montrant qu'il y a des échanges sur différentes choses. Anne Coffinet dit que c'est pas tellement c'est pas de sa faute en quelque sorte. Elle nous fait savoir que elle n'a pas grand-chose à voir avec ses relations. Elle met ça sur le dos d'une ancienne collaboratrice de son ancienne collaboratrice, dont on parle aussi dans l'enquête. Peut-être on en dira un mot tout à l'heure. Elle dit que c'est un peu de sa faute, ces relations. Bon, c'est pas tout à fait ce que nous on peut établir à partir des documents qu'on a eus. On voit qu'il y a des liens, des échanges assez nourris, voilà, avec des mouvances. On voit par exemple, enfin, je ne sais pas si nos spectateurs se souviennent, nos viewers se souviennent, mais il y a eu un scandale un jour, il y a quelques mois, quand Libération a révélé qu'il y avait eu l'Institut Iliade, qui est un institut, on pourrait dire suprémaciste, ethno-différentialiste, selon les termes, c'est-à-dire qui considère que les Blancs, voilà, qu'il faut défendre la place des Blancs, pour le dire vite. Quand cet institut a organisé un gala afin pour recueillir des fonds pour créer un club privé qui serait réservé aux Européens, c'est-à-dire aux Blancs, dans le cœur de Paris. Et cette information avait été révélée par Libération, qui avait donné l'identité de quelques-uns des participants. Mais voilà, nous, on a pu ajouter une participante à ce gala, et en l'occurrence, c'est Anne Coffinet qui était là. Ça, on peut l'établir. Et donc, ça veut dire quand même, qu'est-ce que fait cette personne dans ce type d'endroits qui sont quand même très marqués à l'extrême droite, quoi. Là, on est vraiment à un endroit où on organise une forme de séparatisme très radical. Donc, c'est pas anodin de participer à ce type d'événement. Est-ce qu'elle a d'autres liens à l'extrême droite comme ça? Alors, il faut voir que justement, enfin, elle a des liens avec cette extrême droite dont je parle, assez radicale, mais elle a aussi des liens avec l'extrême droite plus classique. Hein. Je veux dire, elle a des liens avec le RN, notamment avec un député RN qui s'occupe de l'éducation. Elle a des liens. Elle a fait une note. C'est aussi une révélation qu'on fait. Elle a fait une note pour au moment des législatives de 2024. En pariant sur la victoire du RN entre les deux tours pour dessiner le profil d'un ministère qui pourrait lui revenir à elle, un ministère qui aurait été délégué à l'éducation libre, enfin aux écoles libres et à la liberté scolaire, quoi, et qui aurait été en fait consacré à l'enseignement privé, à l'instruction en famille. Pardon. Et en fait, donc elle a des liens avec, ça c'est un petit lien avec Marine Le Pen, elle a des liens avec le parti d'Éric Ciotti, elle a participé à des initiatives de la présidentielle d'Éric Zemmour, et elle a aussi des liens avec les LR. Bruno Retailleau n'est pas venu finalement, mais il aurait dû être la vedette de son dernier colloque au mois de mai dernier, pour parler, enfin pour quelques jours après avoir fait fuiter le rapport, un rapport assez fameux sur les frères musulmans, assez fameux et fumeux en l'occurrence, puisque sa méthodologie a été très controversée. Donc quelques jours après avoir rendu public ce rapport sur les frères musulmans, il devait conclure les débats dans un milieu bien plus catholique pour expliquer qu'il était tout à fait possible de faire des écoles confessionnelles d'une certaine manière. Pardon. A échoué. Merci. Pourquoi elle entretient ses liens avec les politiques?
Ah ben ça me paraît évident. C'est pour faire avancer ses idées, faire gagner ses idées. C'est une question de lobbying assez classique. Il faut que voilà ces idées l'emportent. Et peut-être dans ce qu'elle nous a répondu, elle le dément. Mais peut-être elle a aussi elle-même des ambitions. Enfin l'ambition, je disais, de soit participer à un gouvernement. Voilà, être ministre ou parlementaire. Bon, elle nous dit que c'est pas le cas, qu'elle a eu beaucoup d'approches ces derniers temps et que c'est bien normal, nous dit-elle, puisqu'elle a elle fait autorité, disons, sur son secteur. Mais donc elle dit qu'elle reste une partie, enfin elle reste une militante apartisane de la liberté scolaire. Je crois que c'est un peu comme ça qu'elle nous répond. Mais de toute évidence, soit c'est parce qu'elle a des ambitions, ce qu'elle conteste, mais ce qui est sûr, c'est parce qu'elle veut établir, obtenir un régime scolaire qui corresponde à ses priorités à elle, c'est-à-dire un régime scolaire dans lequel il y a une liberté, une forme de dérégulation de l'éducation nationale. Au fond, on peut enseigner des choses avec les préceptes qui sont ceux et d'abord ceux de l'Église catholique, du point de vue le plus traditionnaliste ou le plus réactionnaire possible. Et est-ce qu'elle a des liens avec des organismes à l'étranger ? Alors, elle a quelques liens, ouais. Elle a fait plusieurs voyages en Hongrie. Elle a été à l'invitation d'un très gros laboratoire d'idées réactionnaires lié à Viktor Orban, qui s'appelle le Matthias Corvinus Collegium. Elle y a été invitée plusieurs fois à participer à des rencontres, des débats, ce qui lui permet d'asseoir aussi, de conforter son image à l'échelle nationale. Et elle est allée en début d'année, elle a participé à un grand raout ultra-conservateur à Londres, voilà, où elle a pu rencontrer, c'est-elle vanté d'une certaine manière dans des échanges internes, elle a pu rencontrer la papesse de l'éducation très stricte, la plus stricte, disait-elle, du Royaume-Uni. Donc vraiment une conception très autoritaire, très punitive de l'éducation. Voilà. Donc elle a des liens internationaux, des petits liens internationaux, mais avec une mouvance qui est très étroite, qui est vraiment la mouvance, l'internationale réactionnaire, Orban, les anglo-saxons qui sont des conservateurs assez radicaux, quoi. Pour conclure, est-ce que tu peux nous dire qui est Axel Girard par rapport à Anne Coffinier ? Alors, Axel Girard, c'est effectivement quelqu'un qui est aussi dans notre enquête, qui apparaît à la fin on a fait 5 pages dans le journal, donc alors là, ce sera sans doute sur Internet, mais c'est une grosse enquête, il y a beaucoup d'éléments qui ont été publiés, et elle apparaît au grand jour, elle revendique d'apparaître, parce qu'en fait, voilà, Axel Girard, c'est quelqu'un qui a travaillé aux côtés d'Anne Coffinier pendant quelques années, hein, enfin pendant des années, depuis 2017. C'est quelqu'un qui, par ailleurs, a, dit-elle, eu une liaison intime, amoureuse, avec Anne Coffinier, qui a, d'après elle, été ponctuée de violences conjugales de la part de Anne Coffinier à son encontre, et qui a donc déposé une plainte au printemps dernier pour ces violences. Voilà, plainte à laquelle Anne Coffinier a répondu par une autre plainte, enfin d'autres plaintes contre Axel Girard. Donc il y a des plaintes entrecroisées. Anne Coffinier, par ailleurs, aujourd'hui, en nous répondant, conteste les allégations d'Axel Girard, en particulier sur les violences conjugales. Donc là, cette question n'est pas tranchée. Il y a une enquête de police, manifestement, qui est encore en cours. Donc ça, c'est une chose. Axel Girard, c'est par ailleurs quelqu'un qui, donc, aujourd'hui, prend la parole et
s'affiche, puisqu'on a publié, y compris son portrait photo. Elle a voulu apparaître, y compris dans nos colonnes, pour rompre en fait avec ce qu'elle décrit comme une mouvance qui a un imaginaire qu'elle qualifie de nauséabond. Elle dit y avoir subi de l'homophobie, entendu du racisme, du complotisme, tout ça, et qu'elle veut en finir avec ça. Elle veut sortir de cet univers. Et c'est aussi pour elle, du coup, je pense, une manière de le faire à travers un témoignage qu'elle a bien voulu nous accorder. Parce que, on en parlait tout à l'heure, il y a un enjeu aussi pour elle. Il y a sans doute plusieurs enjeux, disons, mais un des enjeux, c'est aussi de ne pas rester condamné, enfermé dans un milieu qui est vraiment un milieu d'extrême droite, puisque Anne Gauffinier affirme à l'humanité qu'elle est, elle, liée à l'Institut Iliade, que c'est son école de pensée, comme elle dit, l'Institut Iliade ou Academia Christiana. J'ai dit tout à l'heure que c'était sans doute pas aussi évident que ça, mais Axelle Girard, elle admet qu'elle a participé à des rencontres, par exemple de l'Institut Iliade, qu'elle a pu même être séduite, dit-elle, par la forme d'esthétique gréco-romaine. Mais elle sait aussi que, elle le dit comme ça, elle nous le dit comme ça, elle le dit comme ça à l'humanité, que tout ce qu'elle représente, ça ne peut pas, c'est tout ce que ne tolèrent pas les gens de cette mouvance. Et donc, je pense que pour elle, l'enjeu était aussi de rompre, de sortir, de quitter cet enfer pour elle aussi. Manifestement, elle y a souffert. Merci beaucoup Thomas. Si ce sujet vous a plu, vous pouvez retrouver les articles sur le site de l'Humanité et on se dit à bientôt.